Donc, ce qui nous réunit, c'est un sujet, enfin, l'actualité des finances locales, quels enjeux pour les intercommunalités, c'est-à-dire finalement. Alors, j'ai intitulé quels enjeux pour les intercommunalités. Je parlerai aussi bien évidemment des communes, puisque pour moi, l'intercommunalité ne peut pas s'analyser seule, si ce n'est dans une relation financière avec ses communes membres. Hein. Donc, voilà, je vais souvent évoquer le bloc communal, en fait. Donc, dans les sujets d'actualité, mon objectif, il est de démontrer que effectivement, les choses évoluent vite. Vous avez vécu de nombreuses réformes, qu'elles soient institutionnelles, qu'elles soient financières et fiscales, dans une période très très courte. Ces réformes mettent du temps à se diffuser. C'est-à-dire que, me semble-t-il, il y a toujours une période assez longue avant qu'on assimile les effets des réformes et que l'on découvre en fait l'ensemble des dégâts collatéraux suite aux différentes réformes. Donc, ce qu'on appellerait, si on était entre nous, les effets qui se coulent, c'est-à-dire les choses non anticipées, mal évaluées, parfois qui restent totalement, non analysées, notamment par les services de l'État. Et donc, du coup, on s'aperçoit après coup qu'il y a eu des effets secondaires et qui perturbent un petit peu l'analyse que l'on peut faire de la situation. Ensuite, j'aborderai un deuxième point. Alors, en fait, jusqu'à hier, je ne sais pas si vous avez assisté aux différentes conférences qui se sont tenues. Jusqu'à hier, je craignais un petit peu d'apporter une tonalité quelque peu dissonante, puisque mon objectif est de vous dire que certes, vous avez vécu de nombreuses réformes qui perturbent souvent les choses, mais malgré tout, la situation financière des communes et des intercommunalités est bonne. Hein. Donc jusqu'à présent, je me sentais assez seule quand je tenais ces propos. Hier, je me suis aperçue que finalement, ils tendaient à se propager, à se diffuser, puisque des représentants d'associations, des parlementaires reprennent aujourd'hui ce discours. Alors il est parfois un peu heurtant parce qu'on se dit ben non, moi dans ma communauté ça va pas si bien que ça, hein, il se passe des choses. Donc effectivement c'est une analyse que l'on mène au niveau global. Bien. Néanmoins, chacun va pouvoir se positionner et se comparer. Néanmoins, il y a des tendances lourdes qui ne sont jamais remises en question par l'ensemble des réformes. Donc je dirais quelques mots aussi au-delà des effets secondaires des différentes réformes que vous avez vécues. Donc les grands messages que on a pu entendre hier, je vais peut-être aujourd'hui les illustrer avec des éléments un peu plus techniques. Hein. Au-delà des effets secondaires des grandes réformes, je dirais quelques mots sur ce qui a été mis en place en 2018, à savoir le dégrèvement TH et je parle bien de dégrèvement, alors que certains parlent encore de compensation, d'exonération pour 80% de ménages, etc. Chose qui est totalement inadaptée puisque quand on emploie le terme de dégrèvement, ça veut bien dire un mécanisme totalement garanti pour les communes de percevoir, les intercommunalités, de percevoir la dynamique des bases et la dynamique des taux. Au moins pendant encore 2 ans. Après, on en reparlera puisque il y a cette problématique de la refonte fiscale plus globale qui s'annonce. Bien entendu, je ne pourrai pas vous dévoiler demain, après-demain, par quoi on va remplacer la taxe d'habitation. Je pourrais évoquer les pistes qui figurent dans le rapport de la mission Richard Burr. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que même s'il y a ce contexte financier mouvant et incertain, que je qualifie d'anxiogène, la situation financière des collectivités locales permettrait d'aller au-delà de ce que l'on connaît aujourd'hui en termes d'investissement public, en termes de niveau de dette, et j'évoquerai également le niveau du fonds de roulement et donc de la trésorerie des collectivités locales, puisque, à mes yeux, cela pose un réel problème vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des collectivités locales entre elles, et notamment via les négociations qui ont pu être conclues dans le cadre de pactes fiscaux et financiers, autrement dit des relations financières communes-intercommunalités. Cela pose un problème également, à mes yeux, vis-à-vis du contribuable. Et puis évidemment, cela pose un problème d'optimisation et de logique financière. Et enfin, j'en viendrai à une troisième partie. Donc, qui s'efforce de montrer
de montrer, ou en tout cas d'essayer de vous accompagner, de vous aider sur finalement les outils pour piloter la fin de mandat. Autrement dit, là, le point sur lequel j'insisterai, c'est de considérer que finalement, nous rencontrons beaucoup de collectivités encore qui construisent un budget après l'autre. Alors ne vous irritez pas hein, si je dis cela. Bien entendu, et hier il y a eu un petit échange un peu agressif, je dirais. Bien entendu que certaines collectivités de taille importante construisent des programmes pluriannuels d'investissement, élaborent des projections financières à moyen terme et donc suivent apparemment de manière très très précise l'évolution et font des prévisions financières sur ce que seront leurs futurs comptes administratifs pour avoir une visibilité à moyen terme des évolutions à attendre. Nous rencontrons encore beaucoup de collectivités qui ne procèdent pas du tout de la sorte, qui votent un budget après l'autre et qui décident d'opérations en matière d'investissement, je dirais, au coup par coup, en fonction des moyens financiers et sans une véritable programmation, sans une réflexion en termes de projet, de calendrier, d'arbitrage et donc une véritable stratégie financière. Certains nous contactent encore donc, pour nous dire moi en fait je voudrais que vous me disiez jusqu'à hauteur de combien je peux investir. Donc là, j'ai un petit problème parce que je ne sais pas bien quoi répondre à cette question. À hauteur de combien je peux investir, j'ai besoin qu'on alimente ce montant d'investissement. Des investissements en quoi? Comme il a été rappelé hier, et bien entendu, c'est une vision très importante, il y a des dépenses d'investissement qui ne vont pas générer de dépenses supplémentaires en section de fonctionnement par la suite. Il y a des dépenses d'investissement qui vont générer des économies. Il y a des dépenses d'investissement qui vont rester neutres. Donc on cite généralement les routes. Et ensuite, il y a des dépenses d'investissement qui visent uniquement à entretenir le patrimoine existant et donc à maintenir en bon état de fonctionnement les équipements qui sont déjà localisés sur le territoire. Bien. Et donc, j'en viendrai à évoquer, donc c'est sur vos sièges, un petit outil que nous avons développé avec l'Association des maires de la Gironde, un outil d'analyse financière qui permet d'établir une rétrospective, bien évidemment, qui peut être utile notamment à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, et ensuite qui permet de dresser sa prospective financière avec l'ensemble des projets d'investissement que l'on pourrait conduire sur le mandat, avec un calendrier donc, qui va être ajustable évidemment au fur et à mesure des évolutions que vous enregistrez dans votre collectivité et vos arbitrages en termes d'hypothèses. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes aux manettes et qui devez actualiser en continu cette prospective qui vous appartient totalement. Bon, j'en dirai deux mots. Et donc sachez simplement qu'à la fin de cet atelier, nous ferons une démonstration sur le site de l'Association des maires de la Gironde. Alors, un environnement anxiogène. Je ne sais pas, est-ce que vous avez assisté aux tables rondes hier, notamment la table ronde du soir sur les finances et la table ronde du matin sur la libre administration? Oui, certains d'entre vous. Donc évidemment, on va reprendre certaines thématiques. Je commencerai toujours un petit peu par le point d'entrée, donc à gauche, là, sur la gauche vers le haut. Donc l'élargissement des compétences des communautés. Donc effectivement, avec un calendrier qui a été fixé dans le cadre de la loi NOTRe 2018, donc GEMAPI. J'imagine que ça a dû générer un certain nombre de débats au sein de vos communautés, notamment dans les modalités d'impact et de valorisation de ce transfert de compétences. Certains considérant que, certaines communes donc, considérant qu'elles n'avaient pas de dépenses au titre de la GEMAPI, d'autres oui, sur le même territoire. Et donc on se retrouve avec finalement un problème méthodologique, à savoir est-ce que je dois néanmoins impacter sur l'attribution de compensation de ces communes une minoration considérant que la communauté, elle, aura bien une dépense GEMAPI sur le territoire de cette commune-là, au moins éventuellement une adhésion à un syndicat, etc. On a pu voir effectivement que la compétence GEMAPI était une problématique qui s'était invitée dans le rapport de la mission Richard Burr, puisqu'ils ont introduit une partie sur ce thème,
pour expliquer qu'on aurait besoin quand même d'une grande réflexion sur cette compétence GEMAPI, qu'il est totalement stupide d'avoir confié cette compétence à des communautés qui ensuite adhèrent à des syndicats, qu'il aurait fallu raisonner en termes de bassin versant, qu'on se retrouve avec une communauté qui a décidé d'instituer la taxe GEMAPI à tel niveau, telle autre qui a décidé de ne pas l'instituer, le bassin versant, c'est les deux. Et donc, on ne va pas traiter de la même manière tous les contribuables hein, sur le territoire. Bien, donc on sentait bien venir hein, ces problèmes-là. Pour l'instant, il n'y a pas encore de modification sur le traitement et l'organisation de la compétence GEMAPI. L'eau et l'assainissement, je ne vais pas en parler. Hein. Il y aura peut-être des évolutions, des assouplissements. Pour l'instant, les parlementaires n'arrivent pas à se mettre d'accord, donc il y a un flou assez artistique. Ce que vous avez vécu, c'est les zones d'activité économique qui n'étaient plus soumises à la définition de l'intérêt communautaire, le fait que certaines compétences qui étaient optionnelles ou facultatives sont devenues obligatoires. Donc en fait, de plus en plus de compétences qui sont confiées aux communautés de communes. Ce qui veut dire impact financier, impact humain aussi et organisationnel. Les impacts de la recomposition de la carte intercommunale. Bon, les schémas départementaux de coopération intercommunale, là aussi, ont pu être parfois très très mouvementés. Pour certains, vous avez pu être contraints, plus ou moins, de vous marier, de vous élargir, d'intégrer. Certaines communautés ont été dissoutes, etc. Considérons que 2017 est passé, qu'on a une sorte de stabilité maintenant devant nous. Il faut néanmoins digérer tous les effets de cette recomposition de la carte intercommunale. Et il faut aussi peut-être mesurer les effets secondaires, donc les dégâts collatéraux qui sont apparus, suite à la recomposition de cette carte intercommunale. On a pu voir par certains mécanismes que des communautés qui n'avaient pas bougé, qui étaient restées identiques hein, entre 2016 et 2017, en 2017 ont vu certains montants évoluer de manière tout à fait surprenante. J'évoquerai donc le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. Le redressement des comptes publics. Catastrophe. 2014-2017, le coup de rabot, baisse forcenée de la DGF de manière assez unilatérale, en prenant en compte un pourcentage des recettes réelles de fonctionnement minoré d'un certain nombre de lignes, hein, notamment les atténuations de produits, donc les reversements de fiscalité des communautés vers les communes membres, très bien. J'insisterai ici sur le fait que, certes, le redressement des comptes publics a été douloureux pour tout le monde, mais pour certains moins que d'autres. Et pour certains moins que d'autres, en l'occurrence pour les communes. Pourquoi ? Parce que souvenez-vous qu'à l'époque, le gouvernement nous avait dit « Ok, on va mettre en place ce redressement des comptes publics, vous allez participer à la réduction des déficits de l'État. Néanmoins, rassurez-vous, cela sera supportable pour chacun, pour tout le monde, puisque grâce à l'augmentation des enveloppes des dotations de péréquation versées aux communes, nous allons effectuer un effort supplémentaire vers les communes les plus défavorisées. Si bien que, même s'il y a ce coup de rabot qui est opéré pour tous, les plus défavorisés parviendront donc à s'en sortir puisque les dotations de péréquation, dotation de solidarité rurale, dotation de solidarité urbaine, dotation nationale de péréquation vont augmenter. Sur ce point, le gouvernement a tenu parole. Hein. Alors, je ne voudrais pas polémiquer, mais il est bien entendu que l'augmentation des enveloppes des dotations de péréquation, ce n'est pas l'État qui les finance, hein, c'est vous. Hein. Donc c'est vous qui financez tous les millions supplémentaires que l'on met chaque année sur ces montants de dotation de péréquation. Comment vous les financez ? Parce qu'il y a des écrêtements, donc sur la dotation de compensation des communautés, il y a des écrêtements sur la dotation forfaitaire des communes, et il y a aussi la baisse des variables d'ajustement, c'est-à-dire les compensations d'exonération fiscale. D'accord ? Donc vous avez peut-être remarqué que cette année, il a été décidé à ce titre que la dotation unique de compensation spécifique à la TP, pardonnez-moi, donc une ligne qui figurait sur l'état 1259 au verso, là où vous avez détail des allocations compensatrices, cette ligne-là, elle est à 0.
ou alors elle a disparu. À mon avis, c'est ce qui s'est passé plus tôt, c'est-à-dire qu'on n'identifie même pas. En tout cas, la loi de finances 2018 a décidé que cette dotation qui représentait des anciennes compensations TP, zéro. Zéro pour tout le monde, hein. Comme ça, au moins, c'était clair pour effectuer sa prévision. Donc, ce sont tous ces mécanismes-là qui alimentent les dotations de péréquation. OK, donc c'est vous qui les financez. Mais l'État s'est engagé à faire en sorte que ces enveloppes progressent. Et effectivement, je vous montrerai sur un cas concret, c'est-à-dire sur le territoire d'une communauté avec ses communes membres, que alors qu'il y a ce mécanisme amortisseur pour les communes, à savoir la croissance des dotations de péréquation, pour les communautés, il n'y a aucun mécanisme amortisseur. Vous avez subi le redressement des comptes publics et par ailleurs, la dotation de compensation est écrêtée chaque année. Hein. Donc, quand on raisonne sur l'ensemble commune, intercommunalité, certes, tout le monde a beaucoup souffert, mais encore une fois, certains plus que d'autres. Et il n'est pas inintéressant de le remettre sur la table lorsqu'on discute de ces relations financières entre communes membres et intercommunalité. Hein. C'est au moins ce que permet la réalisation d'un pacte fiscal et financier. Poser sur la table la situation des uns et des autres, identifier où se trouvent les capacités financières et où se trouvent les marges de manœuvre. J'y reviendrai. On nous a annoncé que donc 2018, il n'y avait plus de nouvelles tranches de redressement des comptes publics. Ouf. Néanmoins, j'imagine que certains, ceux qui s'expriment en ce moment, sont très désorientés puisqu'il n'y a pas de nouvelles tranches de redressement des comptes publics, mais moi, ma DGF, elle baisse. Hein. Donc certains se retrouvent avec une DGF 2018 qui baisse, d'autres effectivement avec une DGF 2018 qui progresse. Donc pourquoi est-ce que cette DGF 2018 baisse? Parce qu'effectivement, on a pu perdre son éligibilité à des dotations de péréquation. Et puis, pour les communautés, vous avez de toute façon la dotation de compensation qui est réduite chaque année, plus l'évolution des paramètres CIF, potentiel fiscal, qui font que, et population DGF, donc, qui font que la dotation, ce qu'on appelle spontanée, donc avant les mécanismes de garantie, peut baisser d'une année sur l'autre. L'encadrement de l'évolution des dépenses de fonctionnement et la contractualisation. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet parce que j'imagine que vous n'êtes pas dans le périmètre de la contractualisation, bien que vous pourriez vous porter volontaire, n'est-ce pas ? Donc, c'est-à-dire avoir envie d'aller signer un contrat avec l'État qui vous engage à ne pas dépasser 1,2% sur l'évolution de vos dépenses réelles de fonctionnement. Bon, voilà, ça, ce serait optionnel. C'est optionnel, d'accord ? C'est si vous le souhaitez. En revanche, je voudrais quand même vous rappeler, parce que c'est encore peu connu et malgré tout, ça figure dans la loi, toutes les collectivités sont tenues, dans le cadre de leur débat d'orientation budgétaire, d'établir une trajectoire sur l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement, l'évolution de leurs besoins de financement, alors qu'il y a une notion un peu étrange lorsqu'elle est interprétée par Bercy, c'est-à-dire, pour eux, besoin de financement, c'est emprunt moins remboursement. Autrement dit, l'évolution du flux net de dette. Donc, vous êtes tenu, dans ce rapport d'orientation budgétaire, d'établir une trajectoire, donc une prospective. Et en fait, vous êtes tenu d'élaborer cette trajectoire sur un périmètre plus vaste que ceux qui contractualisent. C'est-à-dire que pour vous, c'est-à-dire pour toutes les collectivités, ça concerne le budget principal. Ça, pour la contractualisation, c'est pareil. Mais pour vous, ça concerne aussi les budgets annexes. Pourquoi est-ce que le législateur est allé au-delà pour vous ? Parce qu'il aurait bien aimé introduire aussi les budgets annexes dans la contractualisation et que finalement, il n'a pas pu le faire. D'accord ? Bien entendu, vous pouvez établir une projection et puis ensuite, les différents comptes administratifs venir montrer que finalement, les choses ne se sont pas passées exactement comme vous l'aviez prévu. Pour vous, il n'y a pas de mécanisme de sanction financière si vous ne respectez pas le 1,2%. Mais en tout cas, l'État considère que désormais, vous devez absolument établir cette projection financière, cette trajectoire. Le dégrèvement de taxes d'habitation pour 80% des foyers. Donc, il est entré en vigueur en 2018. Il est censé s'échelonner jusqu'en 2020, sachant que probablement, en 2020, il y aura
si l'on arrive à s'entendre, donc une refonte de la fiscalité locale avec une suppression complète de cette taxe d'habitation. Donc en fait, il était question que la taxe d'habitation ne reste, alors pas assise, mais ne reste supportée que par 20% des ménages les plus aisés. Il a été annoncé par la suite qu'on irait jusqu'à une suppression complète de la taxe d'habitation. C'est quand même sans grande surprise. On se doutait bien qu'un impôt qui était acquitté au niveau local par 20% des ménages ne pouvait pas continuer à perdurer. Donc il s'agit bien d'un dégrèvement de taxe d'habitation. J'ai trouvé à l'occasion de cette réforme que le terme même de dégrèvement a mis un temps fou avant d'apparaître dans les débats. On a tout d'abord entendu parler d'exonération et les ministres qui s'exprimaient à l'époque disaient mais rassurez-vous, ça vous sera compensé. On a même entendu à un moment donné ou lu des petites phrases qui disaient oui, ce sera compensé, on prendra en compte l'évolution de la population. Donc ne vous inquiétez pas, voilà, il y aura aussi dans la compensation une sorte de dynamique sur le territoire. Donc lorsque enfin on a entendu, lorsque enfin les ministères se sont autorisés à utiliser le terme de dégrèvement, on a été très largement soulagés. Dans votre état 1259 de 2018, vos bases n'ont pas subi d'à-coups. Les bases notifiées sont restées identiques. Parce qu'un dégrèvement, ça veut bien dire que c'est l'État qui se substitue au contribuable, c'est lui qui paie en lieu et place du contribuable. Et donc pour vous, c'est totalement neutre. Ce n'est pas transparent, parce que si c'était transparent, on verrait bien exactement le montant du dégrèvement. Il y a juste une petite ligne dans les documents fiscaux, une petite case dans les documents fiscaux qui indique un montant de dégrèvement, mais vous avez très très peu d'informations sur cette partie de ressources en fait, qui est payée par l'État, perçue par les collectivités locales et qui n'impacte pas le contribuable. Donc vous avez eu la dynamique de base, la dynamique de taux. Néanmoins, les hausses de taux 2018 et éventuellement 2000. Alors je parle de hausse parce que généralement il y a beaucoup plus de hausses quand il n'y en a que de baisse. Donc les hausses de taux 2018 et 2019 pourraient être remises en question. C'est-à-dire que l'État considère que le levier fiscal, il vous l'accorde un petit peu pendant la période transitoire. Et d'ici là, nous verrons bien si on ne vous redonne pas le montant de ressources que vous auriez eu en 2018, en 2019, à l'occasion de la réforme, hormis les hausses de taux. C'est-à-dire avec un taux figé, par exemple, à l'année 2017. Donc ça, pour l'instant, ça vous pend un peu au nez. Je dirais que j'imagine bien que les associations d'élus monteront au créneau pour dire mais attendez, ça n'existe pas ce mécanisme de compensation ou de calcul du montant de ressources perdues que l'on doit retrouver peut-être sous une autre forme en considérant le taux de 2017. Pourquoi de 2017 ? Pourquoi ne pas considérer N-1 avant la réforme ? Donc nous verrons bien, mais c'est un sujet à suivre. Et ensuite, le dernier point, c'est cette notion d'autonomie financière, d'autonomie fiscale. Alors là, effectivement, les débats sont compliqués, les intervenants ne parlent pas tous le même langage. Autonomie financière, c'est un beau ratio, une belle définition qui figure dans la Constitution, mais en fait qui pour vous n'a aucun sens pratique, dans le sens où généralement vous, quand vous prenez la parole sur ce sujet, vous parlez d'autonomie fiscale. C'est-à-dire, est-ce que j'ai des marges de manœuvre sur les bases ? Est-ce que j'ai des marges de manœuvre sur le taux ? D'accord ? Et une ressource telle qu'une compensation ou une dotation accroît votre autonomie financière, d'accord, fait partie des ressources propres, alors qu'elle contraint la taille de votre budget puisque vous n'avez pas de possibilité d'action sur cette ressource-là. Bien. Donc un environnement anxiogène pour toutes ces raisons. Il y en aurait d'autres, je suis sûre que vous en avez certaines qui vous viennent à l'esprit. Je n'ai pas parlé des normes. Je n'ai pas parlé d'autres sujets qui pourraient effectivement être inscrits ici. Donc il ne s'agit pas d'établir une liste exhaustive. Ici, ce que je voulais, c'est montrer l'ensemble des dispositifs, les nombreux dispositifs qui perturbent votre analyse de la situation et qui viennent créer du stress au niveau des collectivités, qui permettent de tenir des discours
inquiétant. Et je ne devrais peut-être pas le dire ici, mais effectivement, les associations d'élus ont aussi leur rôle marqué en ce domaine, en relayant des propos qui sont parfois catastrophiques, mais pas seulement les associations d'élus, diverses études sur la situation financière des collectivités locales, généralement, quand elles sont publiées. Donc, pour l'instant, tout va bien, mais les nuages s'amoncellent. C'est généralement ce que l'on peut lire ici ou là. Bon, je voudrais un petit peu aujourd'hui remettre en question ce parti pris, puisque dans les faits, je ne peux me reposer sur aucun élément pour dire qu'effectivement la situation financière s'est considérablement dégradée. Donc on peut considérer que vous êtes très très fort, vous êtes les collectivités résilientes, vous vous adaptez. On peut aussi considérer que vous avez parfois une attitude tellement précautionneuse que par anticipation, on va prendre un certain nombre de décisions en se disant bon, on va augmenter les impôts, même si on n'en a pas tout à fait besoin, parce que on le fait un petit peu chaque année, les contribuables ne comprendraient pas que cette année on ne le fasse pas. Donc faisons-le un peu chaque année, et sans le caler sur la nécessité du budget et les projets d'investissement que l'on peut vouloir porter. Donc ensuite, c'est le deuxième tempo de ma présentation, donc des capacités financières réelles mais méconnues. Parce que si l'on observe sur plusieurs années la situation financière des collectivités locales, on va observer que vous avez des recettes de fonctionnement qui progressent malgré la baisse de DGF. Alors pourquoi? Les taux, je viens d'en dire un mot, mais aussi les bases, parce que vous avez des impôts de stock, au moins jusqu'à présent. Donc c'est-à-dire des impôts de stock, les bases augmentent chaque année, ne serait-ce que par la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales, à moins qu'il y ait le départ d'une entreprise ou un départ massif de population, etc. Vous avez des impôts de stock donc, qui génèrent un processus d'accumulation avec votre matière imposable, le nombre de logements sur le territoire. Donc je parle de nombre de logements du point de vue des communes. Pour les communautés, évidemment, il y a aussi les ressources économiques, CFE, CVAE, IFER et TASCOM. Et puis il y a également la forte progression des droits de mutation. On en parle moins, mais effectivement, pour les communes qui perçoivent les droits de mutation, on a eu là, ces dernières années, une ressource qui a progressé de manière très très importante, même si on le sait que certaines années, elle peut être orientée à la baisse de manière tout aussi importante. En l'occurrence, les droits de mutation sont repartis, donc vous comprenez bien que les marges financières des communes, même si elles ne le disent pas, et alors même que certaines communes n'ont pas supporté réellement de baisse de DGF parce que la péréquation a augmenté, plus l'augmentation des droits de mutation, ça va pas trop mal. Des dépenses de fonctionnement qui progressent moins vite que par le passé, donc parce que effectivement le point d'indice, vous avez pu noter qu'il n'a pas évolué, que les charges d'intérêt étaient au plus bas et effectivement dans ce contexte parce que vous avez réalisé des efforts d'économie. Donc la question que certains posent, ce que j'ai entendu hier, c'est est-ce que les efforts d'économie, on a enlevé le gras, est-ce que maintenant on est à l'os et est-ce qu'on va devoir toucher à la moelle, d'accord ? Pour ma part, je dirais qu'on est encore loin de la moelle. Non pas qu'il y a énormément d'économies encore à réaliser, ce que je veux dire, c'est que vous avez des capacités financières, notamment au vu des excédents de trésorerie que vous dégagez, qui vous permettent de conduire vos projets et d'aller au-delà. Une épargne brute qui s'est réduite, donc la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement, donc qui s'est réduite, et souvenez-vous, on ne cessait de lire, oulala, c'est la deuxième année, c'est la troisième année que l'épargne brute des collectivités locales baisse. La faute à la baisse de la DGF, bien évidemment, aux efforts qui sont imputés mais qu'on n'arrive pas à faire. On avait une baisse de l'épargne brute, mais en même temps, on a vécu une chute des investissements, si bien que finalement, dégager plus d'épargne brute à ce moment-là, alors que les investissements baissaient, on ne voyait pas véritablement à quoi cela pouvait servir. Néanmoins, cette épargne brute, je vous montrerai qu'elle reste à un niveau très très élevé.
Hein. Que certes, il y a le pourcentage d'évolution observé chaque année, mais qu'ensuite, il y a le montant en milliards d'euros, et vous verrez que la baisse est toute relative. Et donc qui repart, et qui repartirait aujourd'hui à la hausse, aujourd'hui, c'est-à-dire selon les prévisions notamment de la dernière note de conjoncture sur les finances locales, qui repartirait en 2018. Donc une forte contraction des investissements, même si une reprise est amorcée. Oui, comme à chaque début de mandat. Hein, les investissements des collectivités locales, après la période d'élection, ils sont orientés à la baisse. Pendant 1 an, pendant 2 ans. Est-ce qu'ils ont chuté plus dans cette période de redressement des comptes publics qu'ils n'auraient chuté s'il n'y avait pas eu de coup de rabot sur la DGF? Je ne sais pas vous dire. Mais quoi qu'il en soit, même sans ces coups de rabot sur la DGF, nous aurions vécu les mêmes tendances sur l'investissement des collectivités locales. Des comptes qui redeviennent excédentaires, donc excédentaires au sens de la comptabilité nationale, cela veut dire que vos recettes totales avant emprunt sont supérieures aux dépenses totales avant remboursement de dette. D'accord ? Donc vous avez des recettes supérieures aux dépenses, vous redevenez excédentaire, l'État est très content parce que ça lui permet d'absorber au niveau des critères de Maastricht une partie du déficit public total. Si les collectivités locales sont en positif alors que l'État est en négatif, le cumul va permettre de réduire l'affichage global. Très bien. Néanmoins, pendant le même temps, donc vous avez des recettes totales supérieures aux dépenses totales et pendant le même temps, vous allez chercher de la dette. Alors là, l'État, il n'est plus d'accord. Et il veut bien que vous restiez encore excédentaire, mais en revanche, que vous alliez chercher encore de la dette dont, visiblement, vous n'avez pas besoin pour qu'elle se retrouve au final en trésorerie puisque non utilisée, ça ne lui convient pas du tout, d'où tout ce qui a été inscrit également dans la contractualisation des plus grandes collectivités avec l'État. Et donc une trésorerie qui ne cesse de croître, mais ça, je vous laisserai le visualiser avec les graphiques. Alors, je voudrais vous montrer quelques exemples. Évidemment, je ne vais pas reprendre dans le détail et d'un point de vue technique l'ensemble des éléments que j'ai évoqués jusqu'ici. Je voudrais vous montrer quelques exemples des effets secondaires des différentes réformes que vous avez pu vivre. Bon, voilà, le nombre de PCI, qu'ils soient à fiscalité additionnelle ou à fiscalité professionnelle unique. Donc la mise en œuvre du seuil minimal de 15 000 habitants pour les intercommunalités, les fusions. Alors les fusions, il y en avait déjà eu en 2014. Pour certains, il y a eu des fusions de fusions ensuite. Donc c'était très confortable pour générer une sorte de cohésion et d'établir un mode de fonctionnement. Bref. Et je dirais qu'au-delà du nombre de PCI, il y a à considérer désormais donc ce changement très très important sur le nombre de PCI sous le régime de la fiscalité professionnelle unique. Et donc le faible nombre de celles qui restent, de celles des communautés qui restent sous le régime de la fiscalité additionnelle. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, lorsqu'on fusionne, si l'un des EPCI est sous le régime de la fiscalité unique, la nouvelle entité elle-même sera sous le régime de la fiscalité unique. Donc s'il y avait dans ce nouveau périmètre des communautés qui étaient auparavant en fiscalité additionnelle, elle est obligée de passer le changement de régime fiscal. Pourquoi est-ce que je vous montre ça ? Peu importe le chiffre, parce que cette catégorie-là, un jour, il pourrait bien qu'on dise, bon, les récalcitrants, là, vous allez passer à l'action maintenant. Donc la fiscalité additionnelle, à mon sens, elle est à plus ou moins brève échéance, elle est amenée à disparaître. Donc est-ce que ça se fera de manière contrainte et forcée ou de manière très très incitative? Je ne saurais vous dire, mais je ne pense pas que l'État continuera à se tracasser et à calculer des valeurs de points pour quelques EPCI qui ne veulent pas mutualiser leurs ressources. Bien. OK. Donc, un nombre de PCI fortement réduit. Et puis, on a vu des effets secondaires
des effets qui se coulent qui apparaissaient donc sur la dotation d'intercommunalité. Pourquoi? Parce que, en fait, le mécanisme consiste à déterminer une enveloppe de dotation d'intercommunalité par catégorie de PCI. Donc on regarde chaque année quelle est la population DGF regroupée au sein de la catégorie communauté de communes à fiscalité additionnelle, communauté de communes à fiscalité professionnelle unique. Donc population, enfin pour les autres c'est pareil, on prend la population DGF regroupée dans la catégorie fois un certain montant en euros par habitant. Ça va nous donner l'enveloppe à répartir entre tous les EPCI de la catégorie. En 2017, vu le faible nombre de communautés de communes à fiscalité additionnelle par exemple, on s'est retrouvé avec une enveloppe qui a fortement baissé, qui a été très largement perturbée par le fait que la population DGF regroupée dans cette catégorie fois le même montant d'euros par habitant, finalement, ça nous a conduit à un résultat qui ne permettait pas d'alimenter de manière similaire que par le passé les communautés qui étaient restées dans la même catégorie, qui n'avaient pas bougé. D'accord ? Donc, il y a eu ces effets au niveau global, et donc toutes les communautés qui ne bougeaient pas, qui ne changeaient pas de catégorie, dont le périmètre n'évoluait pas, de par la mécanique de calcul, se sont retrouvées avec des montants de dotation d'intercommunalité au départ très largement inférieurs à ce qu'ils étaient auparavant, d'où la mise en place de la garantie, puisque vous savez que vous ne pouvez pas percevoir d'une année sur l'autre un montant de dotation d'intercommunalité par habitant inférieur à 95% de N-1. Donc vous avez toujours on vous garantit un seuil minimal à 95% avant redressement des comptes publics. Donc beaucoup de communautés se sont vues attribuer cette garantie à 95%, si bien que pour des montants conséquents, si bien que leur dotation d'intercommunalité finalement n'était plus calculée en fonction de leur CIF et de leur potentiel fiscal, mais était ramenée à 95% de manière assez fictive. Ce que je veux dire, c'est que ces effets mettent en péril la pertinence des critères. Enfin, pas la pertinence, mais en tout cas le poids des critères dans le calcul du montant qui est attribué. D'accord ? Ce qui veut dire que il est possible, donc là je crée un peu plus de stress si je puis dire, mais je pense quand même qu'il vaut mieux savoir, bonjour, je pense quand même qu'il vaut mieux savoir vers où on se dirige pour s'y préparer plutôt que de ne pas voir venir les choses. Donc le mécanisme que je vous expliquais là, en fait, aboutit à ce que probablement, je ne peux pas aller au-delà pour l'instant, il y aura une réforme des modalités de calcul de la dotation d'intercommunalité. Je ne vous cache pas que la DGCL est prête. Ils ont fait toutes les simulations, tout est prêt. Il suffit maintenant de trouver un véhicule législatif, donc un projet de loi de finances, peut-être le prochain, pour réformer la dotation d'intercommunalité et redonner de la place aux critères CIF et potentiel fiscal, remettre à plat ces mécanismes de garantie, puisque donc désormais il y a trop de communautés qui sont à la garantie, ramenées à 95% là, et donc avec des montants qui ne sont plus calculés en fonction, les critères ne sont plus discriminants en fait. Donc il y a un projet de réforme de la dotation d'intercommunalité qui prévoirait également de redonner de la dotation aux EPCI qui n'en perçoivent plus, donc ceux pour qui le redressement des comptes publics a été tellement important que finalement aujourd'hui la dotation d'intercommunalité est ramenée à zéro et qu'en plus il y a un écrêtement sur les ressources fiscales. Et ensuite, donc, les questions que l'on peut évoquer avec un point d'interrogation, ce sont celles-ci. Autrement dit, puisque désormais les communautés de communes exercent de plus en plus de compétences de par la loi, que tout le monde est à peu près ramené à flot, est-il bien pertinent de maintenir la modification de la DGF pour les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique ? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce qu'on maintiendra encore la catégorie des communautés de communes à fiscalité additionnelle ? Donc je n'ai pas les réponses, mais sachez que c'est quand même dans l'air du temps. Donc, autre effet secondaire des réformes, pour les communes cette fois-ci, fusion, un plus grand nombre de communes membres de PCI, donc à fiscalité professionnelle unique. Ces communes ont découvert cette année que leur potentiel fiscal
considérés par la DGCL, donc leur potentiel fiscal a augmenté et donc se voit verser moins de dotation de péréquation. Donc, quand on passe sous le régime de la fiscalité professionnelle unique, les modalités de calcul du potentiel fiscal des communes changent. Les communes se voient réimputer une partie des ressources économiques de la communauté dans le calcul du potentiel fiscal. D'accord ? Donc, si je suis une commune, et donc cette réimputation, se fait au prorata de la population. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que si cette commune représentait par le passé peu de ressources économiques, mais représente aujourd'hui un point important de la population totale, on lui redonne une partie des ressources économiques de l'EPCI au prorata de sa population, donc on lui en redonne relativement plus que pour les autres communes, et donc tout se passe comme si du jour au lendemain, cette commune était devenue plus riche. Ça se passe au moment du passage sous la fiscalité professionnelle unique. Comme il y en a eu beaucoup suite aux fusions, certaines communes découvrent, et je dirais de manière non anticipée, que cette année, leurs dotations de péréquation sont orientées à la baisse et donc crient au scandale puisque on nous avait expliqué que la DGF ne baissait plus. Et malgré tout, donc, ces communes-là supportent des baisses en 2018. Enfin, dernier impact que je voulais évoquer ici, puisque certains d'entre vous ont pu le vivre, le fonds de péréquation sur les ressources intercommunales et communales. Avec les fusions, il y a cet effet impact du coefficient logarithmique sur la population DGF qui est considéré pour calculer le potentiel financier agrégé par habitant. Bien, avec les modifications de périmètre et les fusions, nous avons une baisse en 2017 du niveau moyen du potentiel financier agrégé par habitant moyen national. Donc la référence. Et vous savez qu'on est écrêté si on a un potentiel financier agrégé par habitant supérieur à 90% de la moyenne nationale. Donc le passage ici de 645 à 617, baisse du potentiel financier agrégé moyen national, a fait en sorte que pour les communautés, les ensembles intercommunaux qui n'avaient pas bougé, dont le périmètre n'avait pas évolué et donc qui n'avaient pas bénéficié de cet effet logarithmique, comme on comparait à une référence moyenne nationale qui était orientée à la baisse, ces ensembles intercommunaux-là se sont retrouvés comme considérés relativement plus riches que par le passé. On vous compare à une moyenne qui baisse, vous êtes resté le même, mais malgré tout, le résultat, c'est qu'on vous considère comme étant plus riche. Donc, on a pu avoir en 2017, pour les ensembles intercommunaux dont le périmètre n'avait pas évolué, une augmentation très sensible du prélèvement ou une baisse très sensible de l'attribution. Le point sur lequel je voulais également revenir, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, le redressement des comptes publics sur la période 2014-2017. Donc voilà, je vous rappelle les tranches de prélèvement pour les communes, pour les intercommunalités, sachant qu'il avait été décidé de la diviser par 2 en 2017 pour le bloc communal. OK. Donc tout le monde a beaucoup souffert pendant cette période. Et maintenant, je voudrais vous montrer les effets sur un territoire qui n'est pas exceptionnel. On peut retrouver cette même situation sur d'autres ensembles intercommunaux. Donc voilà, j'ai observé sur la période 2014-2017 le montant de la DGF perçu par les communes membres de la communauté, le montant de la DGF de l'intercommunalité, très bien, donc les montants en euros, et ensuite l'évolution d'une année sur l'autre. C'est rappelé ici, donc la dotation forfaitaire des communes, oui c'est vrai, elle baisse. Oui c'est vrai. Elle baisse, redressement des comptes publics. Les dotations de péréquation, elles augmentent. Engagement de l'État à soutenir les collectivités, les communes les plus défavorisées pour absorber ce redressement des comptes publics. Et donc, au total, la DGF des communes, sur la période 2014-2017, moins 9,2%. OK ? L'intercommunalité, elle avait sa dotation, des évolutions d'une année sur l'autre. Elle avait sa dotation de compensation qui est écrêtée chaque année parce qu'il faut bien financer
les changements de périmètre, l'augmentation de la population, l'accroissement des dotations de péréquation versées aux communes, la création des communes nouvelles. Donc voilà, vous contribuez à tout ça. La DGF de l'intercommunalité, sur la même période, moins 56,6%. Si je prends le détail sur ce même territoire de ce qui a été réellement vécu au-delà du discours, hein, en rouge, vous avez pour chacune des communes l'évolution de la forfaitaire, la dotation forfaitaire. En vert, vous avez l'évolution des dotations de péréquation. Donc celle-ci, elle est devenue éligible à une dotation de péréquation qu'elle ne percevait pas l'année précédente. Donc on a une forte augmentation. Et en gris, vous avez donc, et c'est là que vous lisez le chiffre, en gris, vous avez l'évolution de la DGF de chaque commune. J'imagine que lorsque les communes viennent vous voir à la communauté, elles ne vous présentent pas ça. Hein, elles ne vous racontent pas que cette année, finalement, elles s'en sortent bien sur le plan de la DGF. Donc c'est aussi, à mon sens, comme je le disais peut-être tout à l'heure, c'est aussi à mon sens un élément à mettre sur la table lorsque les discussions commencent à être un petit peu serrées, tendues sur les relations financières communes et communautés. Enfin, dernier point sur les dotations. Donc, voilà, il n'y a pas de redressement des comptes publics en 2018. C'est assuré, c'est avéré. Néanmoins, donc, il y a des montants qui sont écrêtés sur les communes et les intercommunalités. Certaines communes, donc on va aller chercher 149 millions d'euros sur les communes qui ont un potentiel fiscal élevé. D'accord ? Donc ces communes-là vont bien subir une baisse de dotation forfaitaire, mais comme c'était le cas par le passé. Et les intercommunalités, on va aller chercher 100 millions d'euros au niveau national sur la dotation de compensation qu'elles perçoivent. Donc ça vous fait moins 2,09% à peu près sur votre territoire. OK. Les réformes fiscales, alors un petit retour sur ce dégrèvement de la taxe d'habitation. C'est mis en place progressivement, un dégrèvement et non pas une exonération. Il faut bien distinguer dégrèvement. Si vous utilisez le terme d'exonération, vous avez droit d'utiliser ensuite le terme de compensation. Une exonération, c'est-à-dire une sortie des bases d'imposition, donne lieu à compensation. Les compensations, on le sait, sont grignotées par l'État parce que souvent ce sont des variables d'ajustement et que chaque année on va minorer le montant qui est versé. Très bien. Le dégrèvement, c'est simplement une substitution donc, de payeurs et ça reste sans impact pour les collectivités locales. Donc une première réduction de 30%, 65% en 2019 et 100% en 2020. Et donc effectivement, ça concerne les contribuables dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas certains seuils. Alors bon, le revenu fiscal de référence, j'ai été obligée de le convertir pour me faire une représentation de qui finalement était visé. Je l'ai converti en revenu imposable. Et donc, effectivement, je trouve que la maille du filet, mais évidemment, puisqu'on voulait dégréver 80% des ménages, mais la maille du filet est assez lâche. OK. Vous aviez, puisque les taux sont votés à l'heure actuelle, vous aurez l'année prochaine encore la possibilité, malgré la mise en place de ce dégrèvement, d'augmenter, si besoin, le taux de taxe d'habitation. Simplement, ce que l'État a décidé de faire, c'est de dire, OK, si vous augmentez les taux en 2018, en 2019, ce n'est pas moi, État, qui vais payer. Donc moi, pour le calcul de la part de dégrèvement que je vais prendre en charge, je me fige sur le taux 2017. Toute hausse de taux postérieure, 2017-2018, c'est le contribuable qui va la payer. Donc l'État prend en charge l'accroissement de la base d'imposition, calcule avec le taux de référence 2017, et si vous augmentez le taux, c'est ce supplément ici. Donc le contribuable a droit à un dégrèvement à hauteur de 30%, mais il va bénéficier finalement d'une réduction de sa cotisation légèrement inférieure, puisqu'il y a cette petite part qui vient se rajouter. D'accord ? Bien. Donc vous aviez réellement
un pouvoir de taux en 2018, en 2019, mais déjà dans les documents sur la loi de finances, il y avait une petite phrase qui traînait là et qui nous indiquait que un mécanisme de limitation des hausses de taux pourrait être envisagé à terme, hein, puisque donc, mais ceci dit, vous pouvez l'oublier, puisque ce qu'on envisage aujourd'hui à terme, c'est plutôt une suppression totale de la taxe d'habitation et donc de nouvelles ressources qui vous seraient affectées. Bien entendu, le système deviendrait, s'il perdurait, de plus en plus intenable, puisque pour certaines communes, on se serait retrouvé avec 20% de foyers qui n'acquittent plus de taxe d'habitation, c'est l'État qui paie en lieu et place, et sur d'autres communes, on se retrouve avec 100% de foyers qui n'acquittent plus de taxe d'habitation, selon la composition des ménages et leurs revenus. Petite parenthèse, tout récemment, nous avons appris que sur l'avis d'imposition TH 2018, il y aurait un petit encadré nouveau qui serait prévu pour bien indiquer aux contribuables qu'il avait droit à un dégrèvement à hauteur de 30%, qu'il n'a pas bénéficié de la totalité de ce dégrèvement à hauteur de 30% parce que la collectivité a augmenté ses taux. Hein. Donc l'État est en train de nous dire que c'est pas lui. Oui, c'est pas lui. Hein. C'est la collectivité qui a décidé d'augmenter son taux et donc il ne veut pas en assumer la responsabilité. Ça paraît logique, mais on en est à ce niveau de pointillisme, sachant que le contribuable, lui, globalement, il regarde le montant en bas et je ne suis pas sûre qu'il soit en mesure de détailler les causes de l'évolution de sa cotisation. Bien. Alors, 2 mots ensuite sur les sujets qui ont émergé, dont on va certainement continuer à parler, mais je dois le dire, qui pourraient tomber aux oubliettes. On a déjà vu des rapports qui préconisaient des tas de belles choses ou de moins belles choses et qui finalement disparaissaient totalement. La dernière en date, c'était la réforme de la DGF. Il y a eu moult littérature produite et puis au final, on a décidé que non, on n'allait pas passer à l'action. Donc ici, le dernier document intéressant vient d'être publié. Donc c'est le rapport de la mission Richard Burr qui était censé proposer donc des solutions si, dans l'hypothèse où on supprime totalement la taxe d'habitation en 2020, et donc comment est-ce qu'on pourrait réorganiser la fiscalité locale. Alors c'est un peu paradoxal, mais j'ai choisi de vous présenter le scénario 2, qui est le plus simpliste, et non pas le premier, qui est le plus simpliste et qui permet ensuite de voir les différentes étapes par rapport à ce scénario un peu simpliste et brutal, puisque ce qu'il est dit, c'est que donc la taxe d'habitation en valeur 2016, en fait, c'est pour les communes 16,7 milliards d'euros, c'est-à-dire si l'on tient compte du produit que vous avez perçu, mais aussi des compensations qui vous sont versées au titre des exonérations de taxes d'habitation. Celles-ci, il ne faut pas qu'elles disparaissent. Bien. Pour les intercommunalités, c'est 6,7 milliards d'euros. Au total, vous avez donc 23 milliards d'euros de taxes d'habitation. En 2020, ce 23 milliards se sera transformé peut-être en 26 milliards, j'en sais rien. Ce 23 milliards, il va falloir lui donner une autre forme. Je rappelle ici, mais parce qu'on l'utilisera dans les scénarios qui suivent, les montants sur le foncier bâti. Si on supprime ces 23 milliards de taxes d'habitation pour le bloc communal, il faut retrouver 23 milliards. Et dans ce scénario 2, on propose de vous donner une fraction d'impôt national. Alors, une fraction d'impôt national, qu'est-ce qui a été fait par le passé, notamment à l'occasion de transfert de compétences pour les départements et les régions, c'est transférer une part de taxes sur les conventions d'assurance, taxes sur les produits énergétiques, d'accord. Les régions ont perçu cette année une fraction de TVA, donc c'était des impôts qui auparavant étaient perçus par l'État, et au fur et à mesure où on a besoin
de rééquilibrer le panier de ressources des collectivités locales, soit parce qu'on transfère, soit parce qu'on met en place une réforme, l'État décide qu'il va prendre une part des produits qu'il percevait et l'attribuer aux collectivités. Très bien. Qu'est-ce qui change pour vous? Ce qui change, c'est que ce sont des ressources nationales. La base n'est pas localisée sur votre territoire. Hein. Donc la TVA, elle est perçue au niveau national. On décide qu'on va vous en donner 23 milliards. Si la TVA d'une année sur l'autre au niveau national évolue à la hausse, très bien, il y a cette dynamique de base hein, dont vous pourrez éventuellement bénéficier. Donc, il n'y a plus de lien avec la base d'imposition localisée sur votre territoire et vous n'avez plus de pouvoir de taux puisque, bien entendu, il est hors de question que vous moduliez dans un sens ou dans l'autre le taux de la TVA, par exemple. Je ne dis pas que c'est la TVA, hein, je dis simplement que dans cette logique, on vous transfère à due concurrence un montant d'impôt national, vous n'avez plus un impôt qui satisfait à vos critères d'autonomie fiscale. D'accord ? Et donc, selon la dynamique de la ressource au niveau national, vous en subirez les effets au niveau local. OK. Deuxième scénario possible. Bon, alors là, on va en profiter pour prendre des briques des uns et des autres et puis les répartir différemment. Donc, par exemple, on pourrait, donc en haut, ça ne change pas, hein, on pourrait considérer que les départements qui perçoivent 13,8 milliards d'euros de foncier bâti, finalement, on va le redonner au bloc communal, commune, intercommunalité. Donc autant vous dire que là, les départements, ils ne sont pas tout à fait d'accord, hein, puisqu'ils n'ont plus de TH, ils n'auraient plus non plus de taxes foncières sur les propriétés bâties, autrement dit, ils n'auraient plus de pouvoir de taux. Hein. En tout cas, c'est envisagé. Évidemment, les autres associations sont assez d'accord hein, avec ce scénario-là. 13,8 milliards d'euros qui pourraient être répartis entre les communes et les intercommunalités au prorata du poids de chacun dans ce qu'ils percevaient auparavant en taxe d'habitation. D'accord ? Je dois redonner 100% de taxe d'habitation. On avait 60-40 communes, intercommunalités. On va retenir cette même clé de répartition pour affecter le foncier bâti des départements. Évidemment, les départements, il faudrait leur trouver une autre ressource qui serait, dans ce cas de figure, un impôt national. Néanmoins, on serait obligé ici de réintroduire ce qu'on connaît aussi, qu'on connaît déjà suite à la suppression de la taxe professionnelle, un mécanisme de rééquilibrage, puisque donc on va encore une fois réformer, mais surtout que rien ne change. Et donc, on garantit à chaque collectivité locale individuellement qu'elle percevra exactement à l'instant T le même montant de ressources que celui qu'elle percevait juste avant la réforme. Donc, on va réintroduire un fonds national de garantie individuelle des ressources pour écrêter les collectivités qui seraient surcompensées, autrement dit, où le taux de foncier bâti du département serait tellement élevé qu'appliqué à leur base, elles auraient plus de ressources après qu'elles n'en avaient avant. On écrêterait ces collectivités-là. Ce montant-là pourrait être réparti, distribué vers les collectivités qui seraient sous-compensées, qui ne percevraient pas le même montant. Éventuellement, l'État viendra compléter pour retrouver l'équilibre pour tout le monde. Et le complément par rapport aux 13,8 milliards serait versé sous forme d'impôt national. Donc il y aurait toujours une fraction d'impôt national, mais moins importante, sensiblement moins importante que dans le scénario 2 que j'ai présenté en premier lieu. Et enfin, autre proposition, on est dans des variantes, hein, des options. Donc on prend toujours ce foncier bâti des départements, mais au lieu de dire qu'on va le répartir entre communes et intercommunalités au prorata de la TH, du poids de la TH de chacun, on en profite pour dire on va faire une spécialisation fiscale complète. On va aller un peu plus loin. Et donc ce foncier bâti des départements sera affecté uniquement aux communes. Donc les intercommunalités j'allais oublier que le foncier bâti des intercommunalités, on le prendrait aussi pour le donner aux communes. D'accord ? Si bien que aux intercommunalités, on devrait leur procurer des ressources à hauteur de la TH perdue,
du foncier bâti perdu, au total 8 milliards d'euros qui seraient versés sous la forme d'impôt national. Bon, là, nous verrons bien. Et nous verrons au-delà de ce que je vous raconte ici, puisqu'il est fort probable que, ou il est fort possible que lorsque nous nous reverrons d'ici 2 ans, finalement, je ne vous parle d'aucun des scénarios que j'aurais détaillés aujourd'hui. Hein. Il est tout à fait possible, qu'il n'y ait pas de réforme, je dirais, dans le pire des cas. 2, que finalement, les solutions retenues soient très, très, très différentes. Donc, voilà. Aujourd'hui, ce sont les hypothèses qui sont imaginées, mais je ne saurais vous dire ce qu'il en sera en réalité. Sachez également qu'il y a d'autres éléments qui sont envisagés, juste pour votre culture générale, hein, que vous puissiez suivre également les débats qui vont avoir lieu. Un transfert des droits de mutation des départements vers l'État. Alors à mon sens, si ça doit avoir lieu, il faut aussi le mettre en parallèle avec ce dont on peut parler à l'heure actuelle aussi, une recentralisation des compétences sociales. Hein. À un moment donné, il va falloir mettre en cohérence les décisions que l'on prend sur la fiscalité, les décisions que l'on prend sur les compétences. Hein. Et pour l'instant, je trouve que ce sujet-là n'est pas évoqué de manière très, très claire. Bien. Je passe ici. Vous regarderez. Donc, il y a aussi la problématique sur les résidences secondaires. Le dégrèvement qui est mis en place aujourd'hui ne concerne que les résidences principales. D'accord ? Il est question de considérer que finalement, les résidences secondaires et les logements vacants, il est normal de continuer à les imposer. Alors pas sur la TH parce qu'on la supprimerait quand même, mais on transférerait sur le foncier bâti l'équivalent de ce que les résidences secondaires acquittent aujourd'hui sur la TH. Autrement dit que le contribuable est quand même un poids, un montant à supporter sur les résidences secondaires. Bon. Donc vous le voyez, les sujets sont multiples et divers pour se faire peur et pour s'inquiéter et pour découvrir que finalement les choses ne se passent pas tout à fait comme on nous l'avait annoncé. Et donc oulala, stop aux investissements, plus aucune décision, par sécurité augmentons un peu la fiscalité, etc., etc. Donc je voudrais vous montrer par certains éléments, par certaines courbes, finalement, ce que l'on peut en réalité dire sur la situation financière du bloc communal. Commune en bleu, intercommunalité en rouge. Alors sachant que sur ces données donc, qui partent de 98, il y a une petite période, enfin pardon, c'est pas une période, il y a une rupture de série, puisque la DGCL a décidé, c'est les différents documents qu'elle produit, a décidé de changer, d'introduire un certain nombre de changements méthodologiques, alors qui étaient quand même assez attendus, puisqu'on découvre à cette occasion que par le passé, les données qui étaient communiquées incorporaient les mouvements d'ordre. Alors moi, ça me gêne un peu quand même. Hein, voilà. Donc désormais, ici, à compter des données de 2012, nous sommes bien en opération réelle, donc dépenses et recettes réelles. Ensuite, pour les intercommunalités, il y a eu un autre changement ici. Au lieu de raisonner sur les dépenses de fonctionnement, les recettes de fonctionnement totales, désormais, ce qui est produit, ce sont des dépenses et des recettes de fonctionnement nettes, des atténuations de produits, des atténuations de charges. Autrement dit, côté recettes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le montant qui est indiqué et les évolutions sont établies sur les recettes de fonctionnement, hors les atténuations de produits, hors les reversements de fiscalité vers les communes membres. Autrement dit, ce sont les recettes de fonctionnement qui permettent à la communauté d'exister, de fonctionner, d'exercer ses compétences. D'accord ? Donc ça aussi, c'était un changement attendu. Bien. Donc du coup, vous allez voir que sur certaines courbes, ça produit un effet significatif, puisque désormais, les recettes de fonctionnement sont minorées, sont diminuées de tous les reversements. OK. L'épargne brute. C'est pour ça qu'il est important de regarder un peu l'historique. Donc c'est vrai, elle est orientée à la baisse. Ouh là là, c'est la période de redressement des comptes publics, très bien. Mais elle est orientée à la baisse après un pic historique, un niveau d'épargne brute dégagé sur la section de fonctionnement qui était très élevé.
Et si l'on regarde le niveau en milliards d'euros 2016, qui est la dernière année, le reste, c'est des prévisions encore qui ne sont pas tout à fait établies sur du réalisé définitif. On est dans une situation qui est quand même sensiblement confortable. Hein. Si je regarde le taux d'épargne brute, donc c'est-à-dire le solde d'épargne brute rapporté aux recettes réelles de fonctionnement, là aussi, on est sur des ratios qui sont tout à fait confortables et où finalement, on n'a pas eu de chute drastique des éléments financiers, tout au moins qui ressortent de la section de fonctionnement. Je sais, c'est global, c'est macro, je vous entends déjà. Hein. Dans votre collectivité, c'est pas comme ça, bien sûr. C'est peut-être pas comme ça dans votre collectivité, mais il faut bien que ça y soit quelque part, hein, parce que les résultats globaux sont là. Bien. Donc l'épargne brute, elle a baissé, c'est vrai, mais elle reste à un niveau très important et nous annonce-t-on, elle repartirait à la hausse. L'effort d'équipement et le niveau de la dette. Donc oui, les dépenses d'équipement ont baissé, ont fortement baissé et nous avons ici un certain nombre d'acteurs qui sont très largement impactés lorsque les investissements des collectivités locales chutent. Mais encore une fois, nous étions en début de mandat. Et c'est un effet classique de cycle, hein, donc une contraction très forte en début de mandat, le temps de lancer des projets et ensuite ça repart à la hausse. Et encore une fois, le niveau des dépenses d'équipement, vous le voyez ici, reste néanmoins très élevé. Hein. L'encours de dette, en revanche, lui, il n'a cessé d'augmenter, alors même qu'on avait cette forte réduction sur les dépenses d'investissement. Pourtant, on ne va chercher de l'emprunt que pour financer les investissements. Hein, ça, vous êtes contraints. Donc, au global, on se retrouve dans cette situation. Donc, si on a, comme je vous le disais en introduction, donc les collectivités locales qui redeviennent excédentaires, vous avez des recettes totales avant emprunt qui sont supérieures aux dépenses totales avant remboursement de la dette. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'aller chercher de l'emprunt pour financer l'ensemble de vos dépenses. Néanmoins, vous accroissez votre encours, donc vous allez chercher de l'emprunt, plus que vous ne remboursez. Si bien qu'on retrouve ces montants. Ça passe plus là ? Ah voilà. Si bien qu'on retrouve ces montants dans ce que je vais vous montrer tout à l'heure, la trésorerie. Donc j'accélère un peu parce que je vois que, comme toujours, je raconte. Je voulais ici vous montrer, donc, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc, les prévisions qui ont été établies dans la dernière note de conjoncture sur les finances locales qui racontent que pour l'année 2018, effectivement, l'épargne brute des collectivités locales progresserait, que l'investissement repartirait à la hausse, mais où on nous raconte aussi que la variation du fonds de roulement serait à nouveau excédentaire. Donc très bien, hein, vous restez excédentaire, donc l'État est content, alimentant ainsi le dépôt au trésor des collectivités locales. Et c'est là que je voudrais en venir. C'est là. Bercy voit très bien tout ça, évidemment. Hein, les dépôts au trésor, c'est géré par Bercy. Donc là, ce sont mois par mois les montants déposés sur le compte au trésor des collectivités locales. En bleu, les communes, les départements en rouge, en jaune, les régions. Ici, vous avez les autres collectivités et établissements publics locaux au sein desquels figurent les communautés. Il y a aussi les syndicats, il y a aussi des régies, donc c'est des éléments disparates. Et les données publiées ne permettent pas d'avoir le montant des EPCI à fiscalité propre, peu importe. 2009, c'était une année de crise économique. Tous les acteurs ont énormément souffert. Hein. Les collectivités locales, voilà ce qu'elles ont fait. Alors c'est très bien, très confortable. Ouh là là, les nuages s'amoncellent. Hein, donc constituons une petite réserve de précaution. Le problème, c'est juste que la réserve de précaution est devenue énorme en l'espace de quelques années. Hein. Vous le voyez, si j'additionne ici jusqu'à la partie violette, donc les autres collectivités, établissements publics locaux, on était un petit peu en deçà de 25 milliards d'euros et aujourd'hui, on est à un petit peu en deçà de 55 milliards d'euros. Ça pose véritablement des problèmes de stratégie financière et de rationalisation des choix opérés par les collectivités. Hein.
Moi, je suis contribuable. Je vois ça, je viens vous voir et je vous dis, rendez-moi mon pouvoir d'achat. Je vais l'affecter, moi, mon pouvoir d'achat. Hein. Je suis entreprise du bâtiment de travaux publics, donc en train de subir la contraction des investissements des collectivités locales. Je vous dis, mais enfin, ne me dites pas que vous n'avez pas les moyens d'investir. Le montant des investissements des collectivités locales, c'est à peu près 50 milliards. Il y aurait une année d'investissement, sans compter que vous percevez quand même des subventions d'investissement, vous percevez aussi des FCTVA. Donc sans compter les recettes d'investissement, hein, vous auriez la possibilité d'autofinancer totalement, grâce aux réserves, une année d'investissement. Bon, voilà les montants au dernier mois connu, donc c'est-à-dire à fin mars 2018. Et là, c'est toute la période de redressement des comptes publics. Hein. Donc la DGF baissée, on pourrait continuer finalement. Donc le signal que vous envoyez à Bercy là, c'est aussi, si vous avez besoin de nous faire les poches, vous pouvez le faire. On a les moyens de le supporter. Donc avant que Bercy n'ait cette très mauvaise idée, je veux dire, le prélèvement pour les chambres de commerce et d'industrie ou les agences de l'eau sur le fonds de roulement, c'était un prélèvement direct sur cette trésorerie, pas de ce niveau. Hein. Donc voilà, on pourrait très bien en arriver à la même situation pour les collectivités locales. Donc ce qu'on essaie de faire passer comme message, c'est que ces excédents, utilisez-les sur votre territoire. Décidez de les utiliser sur votre territoire. Parce que cette situation ne pourra pas durer. Ensuite, ici, donc mois par mois pour chacune des catégories. Donc vous voyez bien que les courbes s'empilent, sont très lisibles. Hein. D'une année sur l'autre, on passe à la couche supplémentaire. Les autres collectivités, établissements publics locaux, donc parmi lesquels figurent les communautés, là aussi, d'une année sur l'autre, on monte d'un cran à chaque fois. Les départements, ils vont très très mal. Hein. Vous le savez tous. Les départements vont très très mal, on le voit, très explicite. Bon, voilà, donc c'est généralisé. Ça pose des questions sur les relations financières État-collectivité locale, internes au secteur public local. Alors pourquoi internes au secteur public local? Parce que dans certains cas, ces excédents de trésorerie qui ne sont pas utilisés parce qu'on n'en a pas les besoins, en fait, résultent aussi des accords locaux que vous avez pu conclure à un moment donné. Tous les accords qui ont consisté à un moment donné à dire « Allez, viens avec nous dans notre intercommunalité, on te donnera ça ». Ben, parfois, finalement, certaines communes n'en avaient pas besoin. Hein. À chaque fois qu'il y a un transfert de compétences et une valorisation de charges qui n'est pas effectuée dans... Comment dire en tenant compte de l'ensemble des dépenses qui étaient auparavant supportées par les uns les autres. Donc on ne minore pas les attributions de compensation à hauteur de la charge transférée. Ça veut dire qu'on pérennise une sorte de cadeau de retour vers les communes qui est supérieur à la sortie de dépenses du budget. Hein. Bon. Et donc, les relations financières avec le contribuable, je vous en ai déjà parlé, donc je passe. Donc ces excédents de trésorerie, là aussi, ils ne sont pas chez vous, bien entendu. Où est-ce qu'ils sont? Ben, en fait, ils sont souvent, si on affine un petit peu les choses, hein, donc ici vous avez un graphique par strate de population pour les communes. Il est tout de même étonnant de constater que le montant de la trésorerie en jours de dépenses totales du budget, hein, il faut bien le rapporter à une grandeur du budget pour essayer de mesurer finalement ce montant, qu'est-ce qu'il représente. Plus on est une petite commune et plus on a en trésorerie un montant en jours de dépenses important. D'accord ? Pourquoi ? Ça s'explique de manière très très logique. Tous ces accords locaux que l'on a pu conclure au fil du temps, les dotations de péréquation qui augmentent versées par l'État, peut-être que ces communes-là n'ont pas la taille suffisante pour porter un projet d'investissement, quel qu'il soit, qui permettrait d'utiliser les excédents de trésorerie.
Et donc, il y a un processus d'accumulation qui est constitué. Vous voyez bien qu'effectivement, plus on est une commune de taille importante et plus généralement, on raisonne à flux tendu, hein, c'est-à-dire qu'on a des charges qui sont tellement importantes qu'on est bien obligé d'utiliser toutes les ressources dont on dispose. Pour les groupements de communes, on a un effet fonction du régime fiscal, mais je dirais surtout fonction du niveau d'intégration, puisque bien souvent, on a parfois encore des communautés ici en fiscalité additionnelle qui peuvent avoir moins de compétences que d'autres plus intégrées. Donc, et plus on a transféré de compétences, et plus les choses sont plutôt compliquées. Bon, voilà. Donc, quel pilotage pour la fin de mandat ? Avec tous les éléments que je viens de vous présenter. Alors là, j'ai essayé, pareil, de lister, à mon sens, ce qui me paraît absolument nécessaire d'avoir en tête, et de le lister pour une commune ou une intercommunalité, sachant qu'ensuite, je vous présenterai ce qu'il en est pour une commune et son intercommunalité. Donc, mieux appréhender ses capacités financières réelles. Donc, certains vont peut-être un peu s'irriter ici, hein, en considérant que ça va, je sais bien où j'en suis dans mon budget et mes capacités financières réelles, je les connais. Parfois, on est surpris. Hein, encore une fois, ce que je disais à l'introduction, à savoir les collectivités qui nous interrogent. Dites-moi jusqu'à hauteur de combien je peux investir. Donc, l'appréciation sur ses capacités financières réelles. D'une part, il faut qu'elle arrive à se dégager de tous les discours ambiants qui viennent un petit peu polluer finalement l'analyse objectivable de la situation financière de la collectivité. Et puis ensuite, donc évidemment tenir compte du niveau de trésorerie, bien entendu, et savoir faire le point sur ces documents budgétaires. Je suis consterné de voir que finalement entre le vote du budget primitif et le compte administratif, il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'en infra-annuel, les collectivités généralement ne suivent pas un taux de consommation des dépenses qu'elles ont prévues, donc on ne sait pas trop où on en est. Les taux d'épargne brute, ne serait-ce qu'une légère modification dans vos documents budgétaires. Pourquoi est-ce que dans le BP, dans le CA, ne figurent pas les quelques ratios d'analyse financière qu'il est important de visualiser? Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à modifier un petit peu les maquettes de manière à faire apparaître le taux d'épargne brute, la capacité de désendettement, si c'est un ratio qui vous passionne? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il suffit de peu pour arriver à les faire émerger, sauf que dans la plupart des cas, vous ne visualisez pas toujours la situation de la collectivité. Autre point qui me paraît très très important, la programmation pluriannuelle des investissements. À mon sens, on raisonne encore beaucoup trop par à-coup. Les décisions vont être lancées au fur et à mesure et puis finalement ça change et c'est à l'occasion du vote d'un budget primitif que finalement on va décider de lancer une opération et on n'a pas une programmation, donc c'est-à-dire une vision pluriannuelle des projets d'investissement. On ne raisonne pas en fiche projet en se disant finalement si cette opération devait être lancée, ok, le plan de financement, bien entendu le plan de financement, mais pas seulement. Quels seront les impacts dans un second temps sur les dépenses et les recettes de fonctionnement. Si j'investis pour réaliser une crèche, forcément, le jour où je l'inaugure et où je la mets en service, j'aurai des dépenses de fonctionnement qui vont être accrues. Crèche, piscine, vous prenez l'exemple qui vous convient. Donc, dans un PPI, c'est tout cela qui doit figurer et c'est aussi des arbitrages de la part des élus sur le calendrier. Ça passe pas, on retoque celui-ci, on modifie ce projet-là. Donc, ce qui veut dire une vie en continu au sein de la collectivité pour actualiser ce plan pluriannuel d'investissement et effectivement pour l'injecter dans une prospective financière. Donc, je bouclerai ensuite avec une plaquette qui vous a été remise donc, sur un outil d'analyse financière. Donc, intégrer les effets induits des investissements donc, sur les dépenses et recettes de fonctionnement. Définir une stratégie relative au patrimoine existant, donc ça aussi c'est un sujet qui nous tient à cœur, à savoir vos ratios d'analyse financière, si on tenait compte de la réalité de ce que votre patrimoine public, bâtiment par exemple, génère comme charge,
vos ratios d'analyse financière ne seraient pas du tout les mêmes. Si l'on intégrait dans l'analyse financière le fait que vous savez pertinemment que ce bâtiment-là, il est considérablement détérioré et que si demain vous vouliez le remettre en service alors qu'aujourd'hui il ne se passe plus rien, vous auriez une charge à considérer, à intégrer dans votre planification. D'accord ? Donc souvent, aujourd'hui, le patrimoine, bon, il est là, on l'entretient ou pas, parfois il n'y s'y passe plus rien, on ne sait même pas qu'on en est propriétaire, dans certains cas. On n'arbitre pas, c'est-à-dire qu'on ne décide rien, on ne décide pas de s'en défaire, d'essayer de requalifier un bâtiment, etc. Donc effectivement, il y a une véritable opportunité sur la définition d'une stratégie à moyen terme sur l'ensemble du patrimoine public des collectivités locales. Et ensuite, donc, je ne vais pas réinsister sur l'utilisation de ces disponibilités financières. Dernier point, communes et EPCI, parce que, évidemment, ce qui me semble vital, c'est raisonner sur l'ensemble intercommunal. Hein. Donc c'est une nouvelle notion qui est apparue à l'occasion de la création du fonds de péréquation, mais qui a tout son sens dès lors qu'on parle de projet territoire, de pacte fiscal et financier, de relations financières communes-intercommunalité, mais aussi de fiscalité, puisque vous intervenez sur un même contribuable ou de mêmes contribuables. Dès lors qu'on parle de, évidemment, attribution de compensation. Donc raisonner sur l'ensemble intercommunal, mais au-delà de ces thématiques que je viens d'évoquer, à savoir, finalement, sur notre territoire, nous aurions besoin de réaliser, en fonction des différents diagnostics sociaux, éco, je ne sais trop quoi, qui ont pu être posés sur votre territoire, nous aurions besoin de réaliser à terme ça, ça, ça et ça. Ensuite, donc ça, ce sera un projet de territoire. Projet de territoire qui dirait aussi qui va le porter. Ce n'est pas forcément la communauté. Dans certains cas, ce sera très pertinent que ce soit la communauté qui le porte. Dans d'autres, ce sera peut-être plus pertinent que ce soit l'une des communes qui le porte. Une fois qu'on a dit qui va le faire, et si tout le monde est d'accord sur ce projet de territoire, il faut bien mettre en adéquation les ressources avec les ambitions que collectivement, on a décidé de porter. Donc ça veut dire pacte fiscal et financier. Pacte fiscal et financier, ce n'est pas un gros mot. Il suffit, si je puis dire, il suffit de mettre sur la table la situation financière des uns et des autres, de visualiser effectivement les contraintes financières, les budgets qui sont tendus, de visualiser s'il y a des disponibilités sur certains budgets qui ne servent à rien, et éventuellement de les mettre dans une sorte de pot commun, c'est-à-dire de contributions et donc de fonds de concours des uns vers les autres en fonction des différents projets inscrits dans le projet territoire. Hein. Donc les fonds de concours, là aussi, ce n'est pas uniquement descendant, si je puis dire, ça peut être aussi dans l'autre sens en fonction de qui va réaliser l'opération inscrite dans le projet territoire. Donc c'est véritablement l'ensemble de ces mécaniques-là et de du débat qui a lieu au sein des intercommunalités, en tout cas initié au sein des intercommunalités, qui nécessite une remise à plat de manière à ce que certains n'aient pas des budgets trop tendus, alors même que sur le même territoire, d'autres ont des budgets qui sont très 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 confortables, distendus et avec des excédents qui ne sont pas utilisés. Donc éventuellement remise en question des accords locaux passés parce que dans certains cas c'est quand même voilà, les décisions qui ont pu être prises par le passé, peut-être qu'aujourd'hui elles ne sont pas tout à fait tenables de la même manière. Donc les rediscussions autour d'un pacte fiscal et financier, notamment suite à une fusion, enfin je veux dire lorsque les périmètres changent, les décisions qui ont été prises par les uns et par les autres auparavant requièrent peut-être une remise à plat et une remise en discussion. Réorienter si besoin la solidarité financière territoriale, donc ça je vais l'illustrer tout de suite, et donc encore une fois utiliser les moyens financiers disponibles. Je vais l'utiliser ici, pourquoi? Parce qu'on s'est dit que ça pouvait être intéressant de regarder les choses avec ce graphique, c'est un exemple concret là encore, constaté sur un territoire. On a pris l'endettement en euros par habitant, là aussi on entend encore des collectivités qui nous disent « Ah mais chez nous, tout va très bien, c'est très bien géré, on a zéro dette. » Je
je ne suis pas en train de faire de la publicité pour nos amis banquiers, mais je tiens quand même à faire remarquer que zéro dette, pour moi, c'est bien si c'est zéro investissement aussi. Hein? Zéro dette quand on fait des investissements, là, je ne comprends plus. Parce que ça veut dire que vous faites payer cash hein, des investissements qui vont bénéficier à des générations et des générations. Donc voilà, c'est un peu cher payé en termes de coût d'opportunité. Donc zéro dette, l'endettement en euros par habitant, le taux d'épargne brute de la commune en pourcentage de ses recettes réelles de fonctionnement, et ensuite une taille de bulle proportionnée par rapport au niveau moyen du fonds de roulement, autrement dit en raccourci de la trésorerie de la collectivité. Et je dirais qu'il y a toute une zone ici vers laquelle il n'est peut-être pas utile de diriger la solidarité financière, c'est-à-dire de solidarité financière territoriale. Zéro dette, taux d'épargne brut élevé avec une taille de bulle importante. Moi je dis bon, hein, ils vont faire d'abord un petit peu appel à la dette, ils vont utiliser leur capacité d'autofinancement des investissements et ils vont utiliser leur trésorerie hein, pour financer leurs investissements avant de me dire, moi, communauté, oui, dis donc, ce serait bien que tu nous verses un petit fonds de concours, là, parce qu'on va faire je ne sais pas quoi. Hein. Donc, très clairement, il y a une zone là où il y a des moyens financiers sur le territoire disponibles à utiliser d'abord avant de mettre en place un mécanisme de solidarité financière qui ne serait pas un petit peu discriminant. Bon. Évidemment, on accepte de mettre le doigt sur des sujets qui sont sensibles. Hein. On n'aime pas trop ce genre de mise en perspective. Donc du coup, pour terminer, et je vous laisserai la parole si vous avez des questions, je voulais vous signaler que donc, dans ce contexte général, et à la demande de l'Association des maires de Gironde, nous avons développé une application donc, sur Internet qui permet à chaque collectivité, donc, qui a été conçue avec des élus. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment de créer un groupe de travail de manière à essayer de rassembler l'ensemble des outils tels que les élus les attendent. C'est un tableau de bord d'abord à destination des élus avant d'être un tableau de bord pour le directeur financier, si je puis dire. Et donc l'idée, c'est de vous aider à construire, donc au-delà du bilan sur la situation financière de la collectivité, et de construire un programme pluriannuel d'investissement avec des fiches projets, des années étalées dans le temps, etc. Vous aider à construire une prospective financière, mais surtout à vous donner la main, c'est-à-dire que c'est vous qui avez la capacité ensuite de réintervenir sur la trajectoire que vous auriez pu dessiner à chaque information nouvelle, à chaque arbitrage nouveau sur le tempo que vous allez donner à la réalisation de vos projets. Donc évidemment, rétrospective, prospective, avec une partie donc, qui vous permet tout à fait de contribuer, enfin qui vous permet d'alimenter le débat d'orientation budgétaire. Donc, ce que je tiens à vous indiquer ici, c'est que si vous le souhaitez, on va faire une démonstration sur le stand de l'AMG en suivant, donc, qui va débuter tout de suite. Donc, si vous souhaitez voir à quoi ça ressemble, quelle forme ça prend et qu'est-ce que ça permet de mettre en évidence, on vous montre l'outil sur le stand de l'AMG. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonjour, j'ai raté le début. C'était pour être sûr et certain que dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation, à partir de 2020, elle ne sera plus du tout exigible auprès des contribuables, puisqu'au début, c'était les 20% les plus fortunés qui devaient continuer à l'acquitter. Alors je sais que ça pose des problèmes de constitutionnalité, et je crois que le gouvernement avait revu sa copie sur... vous n'entendez rien ? Je ne sais pas si vous entendez. Oui. Donc c'était une question sur la réforme de la taxe d'habitation. Sinon, je vous parle... Oui. Oui, c'était Gardez pour... le micro quand même. Oui, excusez-moi. Oui, donc c'était pour savoir si en 2020, on est sûr qu'elle ne sera plus du tout due par aucun contribuable. Parce que je crois que le gouvernement avait révisé sa copie. Alors évidemment, on n'est pas encore en 2020, mais il y avait des problèmes de constitutionnalité qui se posaient à ce sujet.
Ça y est, j'ai entendu la question. Donc, les problèmes de constitutionnalité qui se posaient, c'était précisément s'il ne se passait rien d'ici 2020. C'est-à-dire que ce dégrèvement TH mis en place en 2018, 2019 et 2020 laisserait à 20% des ménages la charge de l'impôt. Et c'est là que le Conseil constitutionnel, donc cette année, a validé la loi de finances 2018 en disant « ça me va bien pour autant que d'ici 2020, on mette en place un autre mécanisme ». D'accord ? Donc le traitement inégal, il est pendant cette période transitoire. À terme, cela signifiait aussi, la position du Conseil constitutionnel, ça signifiait aussi qu'il fallait qu'on trouve une solution, et donc une suppression de la TH. Et le gouvernement est allé jusqu'à annoncer qu'effectivement, il y aura une suppression totale de la taxe d'habitation en 2020. Donc, laisser 20% de ménages qui paient la TH à terme, ça paraît peu probable. Voilà. Merci à vous en tout cas. Bon courage.